Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez à l'aventure avec Lucas, Paul et Luc. Ils ont traversé les Pyrénées à ski, de la Méditerranée à l'Atlantique. Ils vont vous raconter ces 48 jours en France, entre prise de risque, dépassement de soi et vulnérabilité. Une traversée qui rappelle que l'aventure n'a pas forcément besoin d'être à l'autre bout du monde. Cet épisode est aussi une invitation à renouer avec la nature. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lucas, bonjour Luc. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien. Je suis pressé de passer à ce podcast. Super content de pouvoir raconter notre histoire. Merci à vous et du coup on est là aujourd'hui pour raconter donc la ligne 2, traverser les Pyrénées à ski, donc de la Méditerranée à l'Atlantique. Et j'avais noté, donc ça a été sur 48 jours, 21 heures 35 minutes, 756 km, 45 772 mètres de D+, 18 jours de mauvais temps, 156 chutes et 5 kilos de perdus. Est-ce que j'ai bon ? Ouais, exactement. Avant qu'on se lance un petit peu plus dans les détails, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle, en quelques mots, nous dire d'où vous venez, ce que vous faites? Et j'aime bien demander à chaque invité, en quelques mots, comment le décrirait son entourage. Mais vous, j'ai plutôt envie de vous demander comment vous pourriez décrire les membres de votre équipe. Ok. Eh bien, du coup, je suis Lucas. J'ai grandi non pas dans les montagnes, mais en région parisienne. Mais durant mes études, je me suis mis à la montagne via un club alpin et ça m'a tout de suite plu. Et ce qui me plaisait le plus, c'était de passer du temps en montagne, de bivouaquer, vraiment pouvoir passer vraiment du temps et s'imprégner de la nature. Et donc, petit à petit, je me suis mis à toutes sortes de pratiques montagnardes, l'alpinisme, le ski, le vélo, etc. Et j'ai quand même une appétence, on va dire, voilà, pour l'hiver, le ski. Donc, il y a des super moments à passer. Et puis, c'est vraiment une autre ambiance de vivre la montagne l'hiver. Voilà. Et depuis, je me suis rapproché des montagnes. Je suis à Grenoble. L'appel était trop fort. Exactement, ouais. Et Luc, est-ce que tu veux bien te prêter à l'exercice? Ouais, bien sûr. Moi, du coup, je suis de Clermont-Ferrand à l'origine et du coup, j'étais déjà dans les montagnes un peu plus basses parce que maintenant je suis à Grenoble, pareil, je me suis rapproché des montagnes plus hautes et par contre, moi, ça a toujours été, enfin, chez moi, on a toujours beaucoup marché, on se promenait. On disait: «On se promène» et donc on se promenait tous les jours et du coup, j'ai toujours été un peu en nature et on faisait un petit peu d'escalade, un petit peu d'alpinisme avec ma maman. Et après, après pareil, quand je suis arrivé dans les études, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Lucas et Paul, durant nos études et en fait, j'ai eu une révélation parce que je faisais un peu ça l'été avec ma mère et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire tout ça toute l'année, qu'on pouvait y aller surtout l'hiver à ski de randonnée, ça je savais même pas que ça existait et ça a été un peu une révélation parce que, j'adorais l'hiver, mais c'était un peu la saison morte en montagne pour moi et donc c'est là que la passion a un peu commencé et pareil, je me suis décalé petit à petit vers Grenoble et maintenant, je suis installé là parce que ça a pris une place qui est très importante dans ma vie. Et comment tu décrirais Lucas? Lucas, il met tout le monde de bonne humeur. C'est voilà, il est sans problème. On est de bonne humeur et ça va toujours bien. Et Lucas, comment tu décrirais Luc? Moi, je dirais le sérieux et la rigueur. Et c'est un peu grâce à lui que tout se passe bien dans une expé. Et du coup, Paul n'a pas pu être, avec nous aujourd'hui. Comment vous décrirez Paul? Je dirais le couteau suisse. Il sait tout réparer, il est très bon, très polyvalent. Il a toujours une bonne idée pour un peu tout. Enfin après, voilà, pour être honnête, il en a fait son métier, il fait ça maintenant, il construit des sacs à dos, mais durant, l'expédition, il a réparé des sacs à dos. De toute façon, c'est lui qui a fait les sacs à dos de l'expédition aussi. C'est quand même assez relaxant de partir avec quelqu'un en se disant, s'il y a quelque chose qui casse, moi je suis pas très manuel, hein, donc disons que je laissais ça aux autres, mais c'est vrai que c'est quand même sympa de se dire: «S'il y a un problème, pas de problème». Parfait. Et pour être totalement transparente avec l'audience, au début, on n'a pas été rejoint par Paul par petits soucis techniques et en fait, on a pu, l'avoir parmi nous. Et Paul, est-ce que du coup, tu veux bien te présenter en quelques mots et nous dire comment tu décrirais Luc et Lucas?
Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, moi on va dire que je suis un grand parapentiste, d'Annecy. Je fais du développement de produits textiles et après, bah, pour décrire, Luc et Lucas, en 2 mots, je dirais que Lucas, c'est, l'esprit, énergique, du groupe et toujours à la recherche des plus belles images et Luc, je dirais que c'est le philosophe du groupe et qui est aussi le stratège, on va dire. C'est vraiment chouette de voir que, ben, vous connaissez très bien et on sent, du coup ce trio, très soudé. Donc, là, est-ce que, par exemple, bah, Luc, tu veux bien nous expliquer un petit peu, comment vous vous êtes lancés dans cette aventure, tous les 3? Parce qu'il me semble que vous en êtes pas à votre, 1re traversée. Ouais. Alors du coup, pour raconter cette traversée, il faut remonter un peu en arrière quand on était en école. Donc on s'est rencontrés, tous, pendant nos études, donc avec, Paul et Lucas et bah, en fait, on rêvait un peu d'aventure parce que, bah, voilà, on sortait de 2 années de prépa où on n'était pas trop sortis de chez nous et du coup, on imaginait ça et on s'est dit: «Il faut combiner le fait de partir à l'aventure, du ski parce qu'on adore le ski de randonnée et puis aussi on veut pas prendre l'avion parce que pour des raisons, de conviction écologique et du coup, les 3 combinés, bah, ça nous a posé la question de comment est-ce qu'on fait? Partir à l'aventure, mais pas loin. Quels sont les territoires, qui sont encore, sauvages en France ou en tout cas pas trop loin et où on peut encore, trouver l'aventure et c'est un peu comme ça que le projet est né. Ouais, c'est ça, on cherchait un massif qui nous permettait vraiment de faire une grande traversée, qui nous prendrait beaucoup de temps et en fait, quand on combine tous ces critères, on se rend compte que, les Pyrénées, ça répond assez bien. C'est plus sauvage que les Alpes finalement, c'est plus isolé et puis, bah, voilà, on peut y skier. Et puis dans cette, je rebondis juste parce qu'il y a l'idée du temps, c'est qu'effectivement, on n'a pas la prétention d'être des grands alpinistes, et de toute façon, c'était pas l'objectif de faire l'expédition la plus dangereuse possible. C'était plutôt cette notion de passer beaucoup de temps en montagne parce que, il se passe quelque chose en fait. Quand on est longtemps dehors, il se passe quelque chose. On commence à le sentir au bout d'une semaine quand on s'accoutume un peu à le sen à voilà, à vivre dehors et cetera et on sentait qu'il allait se passer quelque chose si on partait longtemps et c'était, je pense, le principal, objectif. C'était voilà, dans un endroit sauvage, longtemps. C'est pour ça que je suis vraiment super contente de vous avoir sur le podcast pour, montrer à l'audience que l'aventure et le voyage n'ont pas toujours besoin d'être à l'autre bout du monde et avec vous de montrer que justement on peut faire ça même en France. Je suis vraiment ravie qu'on puisse le faire. Donc il y avait cette première traversée des Alpes en 2021 où là vous étiez juste donc, toi Luc et un autre Paul qui faisait a fait partie de l'aventure et donc là vous étiez tous les 3 pour cette traversée de la Méditerranée à l'Atlantique. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots peut-être pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices comment on se lance dans une telle expédition? Parce que même si on se dit c'est en France, on va être sur place entre guillemets, j'imagine que ça a été quand même intense comme préparation. Je dirais que la 1re chose quand on se pose cette question de comment on va pouvoir traverser les Pyrénées, c'est de réfléchir à un itinéraire. Parce que l'itinéraire, il va dicter beaucoup de choses, les choix de matériel, comment est-ce qu'on va pouvoir se ravitailler en nourriture, comment est-ce qu'on va pouvoir dormir et cetera. Donc pour ça, bon, on s'est beaucoup penché sur toutes les cartes, qui étaient à notre disposition. Cette traversée, elle a quand même déjà été faite, donc on a pu appeler d'autres groupes qui avaient pu la faire, avoir des conseils, avoir leur retour d'expérience et après, bah, voilà, c'est beaucoup de travail. Luc a surtout passé c'est surtout lui qui a passé beaucoup de temps sur l'itinéraire, à chercher par où on peut passer en ski de rando. Il y a rien d'officiel, il y a rien de prédéfini. Donc à chaque fois, faire un plan A, un plan B, un plan C, envisager un peu, voilà, tous les itinéraires qui peuvent passer pour faire cette traversée. Et après seulement, bah, on va pouvoir envisager la suite qui vont être, gérer la logistique, donc s'envoyer des colis régulièrement, gérer le matos, c'est-à-dire se dire: «Bah, va falloir dormir», donc on dormait majoritairement en tente, donc voilà, voir un peu comment on peut organiser tout ça autour d'un itinéraire. Et puis la 1re difficulté à laquelle on s'est heurté, c'est que dans nos critères, il y avait le fait qu'on voulait dormir sous tente. Parce que, il y a vraiment, dans la tente, il y a un peu cet aspect aventure.
qu'on a un petit peu moins forcément quand on sait qu'on a un repli, avec un toit quelque part. Et en fait, ça nous a apporté à la fois une, sécurité sur l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'obligation d'être quelque part le soir et en plus, ça nous ouvre aussi des portes sur les itinéraires parce qu'en fait, les autres personnes qui l'ont fait, on a contacté personne qui l'avait fait sous tente. Tous les gens qu'on a contactés l'avaient fait, en dormant toutes les nuits dans des refuges ou cabanes. Donc faut savoir que les cabanes dans les Pyrénées, ça peut être, très, très, sommaire. Donc c'était pas forcément un gage de confort, mais en tout cas, ça dictait leur itinéraire parce qu'il fallait que tous les soirs, il y ait une cabane. Et nous, du coup, ça nous a ouvert, des portes et des zones de la carte qui étaient pas accessibles si on voulait être en refuge et qui, n'étaient accessibles que si on pouvait dormir une, deux, 3 fois, sous tente avant de pouvoir rejoindre une cabane. Par contre, en échange, ça nous a aussi contraints sur le poids et du coup, ralenti. Par contre, on a cette liberté qui est vraiment incroyable de pouvoir se dire: «Bah, on avance, si on peut aller dans des zones aussi plus dangereuses en se disant: "Bah, là, si jamais ça passe pas, bah, c'est pas grave, on fait un détour, on y passe un jour de plus. Bon, niveau nourriture, ça va être compliqué, mais c'est pas grave parce qu'on a la tente, on peut toujours dormir quelque part"». Et c'est intéressant que tu parles justement de cet aspect sécurité parce que une des premières pensées que j'ai eues, et j'imagine, je te vois sourire Lucas, quand on a dû vous poser la question 20 000 fois, on se dit: «OK, une bande de potes qui part dans les Pyrénées, en ski, la neige, du hors-piste, les avalanches», voilà, j'imagine qu'on a dû vous demander comment vous avez fait parce que, voilà, j'imagine que vous êtes pas partis inconscients, sans prendre, en compte ce risque, considérable. Yes, exactement. Je dirais que dans les mesures de sécurité qu'on a pu prendre, bah, déjà, on est quand même des gros pratiquants de ski de rando, donc ça nous permet d'appréhender toute une partie du danger. Tous les 3, on s'est bien formés à la nivologie. Donc la nivologie, c'est l'étude des avalanches, enfin, et de la neige, heu, dans son voilà, son entièreté. Donc tous les 3, on a bien fait l'effort. Luc, chaque année, il relit un livre qui décrit toute la neige de A à Z et tous les risques avalancheux. À côté de ça, bah, les Pyrénées, il y a aucun réseau, c'est quand même assez isolé, donc on avait un téléphone satellite pour rassurer nos proches notamment. Et puis après, bah, comme dit Luc, la tente, c'est aussi une sécurité. Mine de rien, ça permet de faire un abri en un quart d'heure. Et puis il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, quand on fait du ski de randonnée dans les Alpes, enfin, ou dans notre quotidien, on utilise ce qu'on appelle, le BERA, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Et en gros, c'est Météo France qui publie un bulletin et qui nous dit, quel est, le risque en fonction des chutes de neige qu'il y a eu. Donc ça, on n'y avait pas forcément autant accès que quand on fait des sorties à la journée parce qu'effectivement, on n'avait pas forcément de réseau. Par contre, on avait, la chance d'être là tous les jours et donc en fait, la nivologie, c'est juste étudier quelles sont les couches de neige qui sont tombées petit à petit. Mais nous, on était là. On les voyait, toutes les couches de neige qui tombaient, elles nous tombaient dessus. Et du coup, bah, on savait ce qui s'était passé et du coup, c'était hyper enrichissant en termes de cette étude de la neige, de se dire: «Bah, en fait, j'ai pas besoin de ce bulletin parce que moi-même, je vois tous les jours l'accumulation de neige et je sais où va être le risque en fonction du vent qu'il y a eu, de la neige qui est tombée». Et du coup, bah, on s'était préparé pour ces questions de nivologie, mais on a eu une appréhension de cette question-là qui était complètement différente une fois qu'on était sur place, qui était vraiment celle de j'y suis et je vois au quotidien, comment ça évolue et quel va être le risque. Et ça justement, j'allais vous demander quand tu dis, «J'y suis», bah, peut-être que Paul, tu pourras nous donner ton ressenti ou bah, là, vous êtes arrivés, enfin, vous vous lancez le premier jour et j'imagine qu'après, toute cette préparation, il doit y avoir un petit sentiment assez particulier quand même ces premières heures, ces premières foulées ou même la première nuit? Alors, oui, disons qu'on a été assez surpris par la première nuit parce que, bah, en fait, les 1res foulées, elles étaient très loin de la neige. Donc il y a eu quand même tout cet aspect de presque se rentrer dans l'expédition au fur et à mesure et au fur et à mesure, s'approcher vraiment des massifs où on allait pouvoir skier. Ce qui était pas le cas au début, même si on a eu la surprise d'avoir de la neige, assez vite, mais qui était pas forcément skiable, tout de suite, quoi. Oui, parce qu'en fait, on se dit, traverser des Pyrénées à ski, mais en fait, vous avez eu quand même beaucoup de marche à pied aussi, à porter effectivement tout votre matériel, sur le dos et je comprends mieux du coup cette idée de en fait, vous aviez quelques points de ravitaillement où, vos proches vous envoyaient des colis où tout était préparé à l'avance et ainsi de suite. C'était vraiment bien calculé pour chaque étape. En fait, il y a environ, sur la traversée, une quinzaine de jours de randonnée pure.
principalement situés au début et à la fin. Parce qu'effectivement, bah, voilà, on est trop bas en altitude, donc il y a pas de raison qu'il y ait de neige. Et après, effectivement, d'un point de vue logistique, on s'envoyait des colis de ravitaillement, que ce soit de la nourriture, du gaz, des cartes, et cetera. Et donc, voilà, on avait 7 points de ravitaillement comme ça, où on s'était envoyé un colis, à l'avance et on devait arriver un certain jour pour aller récupérer le colis. Et je m'étais noté dans votre film, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu à la fin du film de cette expédition, je sais plus lequel de vous 3 dit une phrase du style: «J'avais envie d'endurer un peu et là, je suis servi». Je sais plus lequel des 3 a dit ça. Ouais, c'est moi. Bah, il y a cette volonté en fait de vivre ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire les grosses expés, avec des explorateurs qui ont voilà, qui ont enduré, les pires conditions possibles, quoi. Et dans cette expé, on a cette volonté-là aussi de suivre cette «trace-là» entre guillemets. Mais en fait, une fois qu'on est pris dans la tourmente, dans la tempête de neige, on n'a pas forcément le même avis, ouais. C'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous vous êtes pas dit par moment, enfin je crois que j'ai dû poser la question à tous les aventuriers que j'ai pu interviewer, mais vous vous êtes pas dit: «Mais qu'est-ce que je fous là en fait? Enfin qu'est-ce qu'on fout là?» Bah, moi, je l'ai pas tant eu. Après moi, c'est très personnel, hein, je pense que c'est pas pareil pour les autres, mais j'ai beaucoup de mal à partir au début. Donc ça a été dur au début, tous les jours, même quand il fait beau et que tout va bien, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, partir sur, 50 jours alors que j'étais quand même bien chez moi?» Et puis en fait, je trouve qu'une fois qu'on est dedans et qu'on prend le rythme, moi je me sentais vraiment bien après. Après c'est sûr que dès qu'il fait pas beau, quand il fait froid, c'est dur, mais on sait qu'on est là, on sait pourquoi on y est et j'avoue que moi, une fois que j'étais dedans, j'ai pas eu ces questionnements de: «Qu'est-ce que je fais là?» et vite j'ai enfin voilà, il y a un peu cette côté de quand je serai rentré, je serai content aussi, mais je savais pourquoi j'étais là et une fois que j'avais fait ma phase d'adaptation, je m'y sentais bien. Après je pense que c'est un peu différent pour, chacun de nous. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que les 10-15 premiers jours, c'est les plus durs. C'est ceux où on se rend compte vraiment de dans quoi on s'est lancé, où notre rythme il est chamboulé. Et puis, c'était pas forcément non plus les jours les plus simples qu'on ait eu au début, avec une météo quand même capricieuse, ouais. Et toi Paul, comment tu l'as vécu ces 1 jours? Est-ce que toi aussi ça a été un peu cette petite adaptation dont on parle? Oui, clairement, je pense que c'est quelque chose qui se ouais, où on s'habitue avec le temps et où on se met en place dans un rythme et dans une sorte de «nouvelle routine» entre guillemets et je pense que c'était hyper intéressant parce que justement, ouais, je pense que les premiers jours, on a eu des moments très compliqués où on s'est tous regardés un peu dans le blanc des yeux en se disant: «Bah, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi les vraies motivations de ce qu'on fait?» Et finalement, ça a été un peu un leitmotiv de toute l'expédition et c'est un peu ce qu'on montre à la fin du film aussi, Je me demande si chaque aventurier, enfin aventurier, vous comprenez ce que je veux dire, mais chaque personne qui se lance dans une aventure, peu importe, ça peut même être, je sais pas, votre voisin qui part, en week-end, prolongé, isolé dans la nature, au fin fond d'une cabane, quelque chose comme ça, mais est-ce que chacun part en fait avec un objectif au début? Est-ce que vous aviez vraiment envie d'aller chercher quelque chose en particulier? Est-ce que c'était cette confrontation physique ou est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que déjà il y a ce qu'on s'avoue vraiment de ce qu'on va chercher et puis il y a aussi les raisons un peu plus, cachées, profondes et qu'on ne veut pas forcément assumer. Donc dans ce qu'on veut chercher ouvertement, c'est vraiment, l'aventure, aller se mettre un petit peu dans la difficulté, aller se confronter avec, voilà, le froid, voir si on va tenir, et puis, mine de rien, c'est super beau et on le sait, on y va aussi pour ça. On sait qu'on va passer des moments, on sait que ça va être le yo-yo émotionnel et on va le chercher parce que quand c'est du yo-yo émotionnel, bah, il y a des moments, super durs, mais on sait que ça va être des moments, il va y avoir des moments géniaux et ça, on le sait parce qu'on va en montagne régulièrement. On sait que c'est comme ça et on sait que si on y reste plus longtemps, bah, ça va être la même chose mais en encore plus intense. Et après, je pense qu'il faut pas se mentir et il y a aussi des raisons, qui sont peut-être moins à voile, moins, glorieuses de plaire aux autres, de vouloir se prouver quelque chose, enfin voilà, c'est souvent quelque chose qu'on identifie comme une mauvaise raison d'aller en montagne, on veut se prouver quelque chose, on veut prouver quelque chose aux autres, mais elle est toujours présente, elle existe. On veut montrer qu'on est fort, qu'on y arrive, qu'on est capable de le faire et je pense que c'est bien d'avouer qu'on a ça aussi en tête parce que je pense que tout le monde l'a et qu'une fois qu'on l'a conscientisé, bah, on sait que c'est là, c'est une motivation, mais on sait que dans les moments où il faut faire des choix,
qui sont des choix de sécurité et des choix pour survivre. Parce qu'en fait, la question de la survie, elle se pose dans ce genre d'aventure. On a beau être en France, elle se pose à des moments. Bah, il faut l'avoir en tête pour se dire: «OK, ça, je le mets de côté et c'est pas la bonne raison, maintenant pour prendre le choix». Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu quand même un peu peur? Je repense par exemple, il y a une image dans votre film qui m'a juste, glacé le sang parce que perso j'ai le vertige, où vous traversez une arête, il me semble à un moment. On voit le vide des 2 côtés et je sais pas, je me demandais est-ce qu'au cours de votre aventure, vous avez eu des moments où vous vous êtes dit: «Waouh, comment on va faire? Là c'est tendu» et vous avez ressenti un petit peu de peur? Alors, l'image sur l'arête, elle est impressionnante mais les conditions étaient bonnes, c'est des choses dont on a l'habitude, donc c'est pas forcément là où on a eu peur et je pense que pour tout le monde, ce qui faisait le plus peur, c'est justement ces conditions nivologiques, c'est ça qu'on maîtrise le moins. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de comprendre le manteau neigeux, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à appréhender et où il y a toujours une part d'incertitude il y a une image dans le film, où on voit, Paul qui se fait, souffler par le vent, dans une pente et en fait, ça, c'est, une des conditions typiques avalancheuses, c'est quand il y a le vent qui ramène de la neige, sur un versant de la montagne et moi, je pense que c'est vraiment sur cette pente-là où j'ai eu le plus peur parce qu'on montait, on savait qu'il y avait des accumulations de neige, on savait que c'était un peu risqué. On savait qu'on cochait un peu toutes les red flags, où il aurait fallu s'arrêter de: «On continue parce que, si on passe pas par là, il faudrait redescendre complètement tout en bas, faire un grand tour, soit par la route, soit on sait pas» et tout ça, c'est un peu les trucs qu'on essaye d'éviter normalement de se retrouver dans cette situation où on se sent obligé d'avancer et voilà, il y avait un peu tous les signes, de voilà, la neige qui se fissure, de voilà, donc c'était moi je pense que c'était là où j'ai eu le plus peur parce que voilà, ce risque d'avalanche, il est tellement, il est prévisible, mais il y a toujours une part d'inconnu et moi je pense que c'est là où on a eu le plus enfin moi en tout cas j'ai eu le plus peur. Il y a aussi des situations, peut-être je suis peut-être plus, enfin, qui me concernent peut-être plus, mais des fois, c'est des peurs un peu par anticipation où on se dit, bah, on regarde la journée du lendemain, ça paraît pas évident. Sur la carte, on voit des rochers un peu partout, ou même des endroits où on n'est pas vraiment sûr parce que la carte, elle est pas détaillée et cetera et je sais que moi, j'ai eu plusieurs fois des jours où je me suis dit: «Mais la journée de demain, ça va être terrible, ça va être super dur, je sais pas si j'aurai le niveau, j'espère que ça va passer». En plus, soyons honnêtes, avec les gros sacs, ça rend des choses techniques très difficiles et finalement, en fait, régulièrement, ça se passait très bien le lendemain. Mais voilà, j'ai eu ces peurs un peu par anticipation aussi, qui ont été présentes surtout les 1ers jours, ouais. Ouais, ça se comprend totalement et toi, Paul, est-ce que comment tu l'as vécu ça? Ouais, je dirais que je tu assez enfin, je suis d'accord, enfin, je suis assez d'accord avec ce que disait Luc sur les moments de risque et les moments où on a vraiment eu peur et c'était surtout lié à de la nivologie, enfin, pour ma part aussi. Après ouais, parfois c'est quelques passages techniques, des petites choses comme ça, mais c'est quand même surtout, ouais, qu'est-ce qu'on va avoir comme manteau neigeux? Et surtout, je trouve, il y a un autre élément qui rend les choses compliquées dans l'itinérance, c'est qu'on passe jamais à un endroit où on est monté avant. Enfin, on fait toujours, démonter dans une pente et on descend dans une nouvelle pente de l'autre côté et où, bah, c'est quand même un des gros facteurs d'évolution de la nivologie, c'est dans quelle pente on va enfin, dans quel versant on est et ouais, dans les zones où en fait, bah, on avance et on passe dans un nouveau massif dans lequel on n'était pas et dans lesquels les conditions ont pu être différentes et bah, là, ça rend l'analyse, assez complexe, ouais. Et c'est bien, merci à tous les 3 de le rappeler que voilà, ça restait quand même très présent, que vous faisiez attention tout au long de votre aventure et peut-être parler là des paysages que vous avez pu, voir et admirer parce que les images, dans votre film ou même toutes les photos sur votre compte Instagram, je mettrai bien évidemment, tous les liens, dans l'épisode. C'est juste, comme vous dites, un paradis, isolé pour l'aventure en pleine nature parce que c'est des images à couper le souffle. Ben, moi, je connaissais absolument pas les Pyrénées avant cette traversée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point c'est sauvage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vallées où, bah, déjà, on a croisé personne, hein, mais aussi où on voit aucune trace de la civilisation. C'est vraiment des massifs, complètement vierges.
Et puis tous ces sommets, ça fait des vallées qui sont quand même, assez torturées, c'est assez pentu et je trouve que, ouais, c'est vraiment magnifique et une petite chose qu'on a remarqué, je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, on a eu l'impression de le voir, c'est que les couchers de soleil et les levées de soleil sont vraiment beaux. Il y a quelque chose qui se passe avec les nuages, c'est très rouge, très orange. Enfin, il y a vraiment des très, très beaux paysages dans les Pyrénées et moi qui étais plus derrière la caméra ou l'appareil photo, bah, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, ça c'est là, ça va vraiment faire une photo parce que le paysage est vraiment, vraiment beau, quoi. Et en termes de ouais, je rebondis sur l'isolement. Ce qui était marrant, c'était vraiment de parce que dans les Alpes, ça arrive de pas voir de traces, de voir, pas de traces de civilisation, mais quand même sur la carte, il y a pas de chemin et du coup, même en été, on sait qu'en fait, personne vient là. Ça, c'est quand même, quelque chose d'assez, exceptionnel. Parce qu'en fait, pour être très honnête, on a croisé des gens qui nous ont aussi aidés à modifier l'itinéraire et je pense à une personne qu'on a rencontrée, David. On lui a montré ce qu'on voulait faire le lendemain. Lui, il connaissait par cœur cette vallée, il disait tout le temps, il nous a dit: «Non mais là, ce sentier qui est tracé, il n'existe pas. Pas de neige, il y a des rhododendrons qui vont remonter jusqu'à la taille, vous allez pas pouvoir avancer». Et on s'est dit: «Mais ça existe nulle part dans les Alpes, une vallée où il y a juste rien, où juste c'est impossible de s'y déplacer». Et c'est là où on s'est dit: «Mais en fait, c'est quand même, vraiment, exceptionnel ce qu'on vit de ce point de vue-là», de se dire: «On est perdu, tout est beau, tout est, s'il y a des montagnes à perte de vue qu'on connaît pas». Ça, c'est quand même aussi quelque chose de rare. Enfin, voilà, nous, on connaît pas dans les Alpes parce qu'à force, on commence à avoir un peu fréquenté tous les massifs et en fait, voilà, il y a des montagnes partout, on sait pas ce que c'est. Elles ont l'air, très hautes, on sait pas et il y a cet inconnu, ce côté sauvage et ouais, cet inconnu de on découvre chaque jour des nouvelles montagnes et Ouais, je dirais qu'à certains endroits, on a l'impression que la carte, elle est pas finie parce qu'il y a rien. Ouais, il y a quelques gribouillis pour les cailloux, un ou 2 sommets qui ont un nom, un ou 2 sommets qui ont pas de nom et pas de chemin, quoi. C'est assez impressionnant, ouais. Et peut-être que Paul, tu pourrais nous dire si vous avez croisé un petit peu en termes d'animaux. Est-ce que je vous vois sourire, est-ce que tu peux nous en dire plus, Paul? Non, bah, c'est assez amusant. Enfin, finalement, on est dans des zones qui sont relativement hostiles, donc on n'a pas non plus vu, énormément de vie sauvage. Bon, sachant qu'en plus, je pense qu'à 3 on fait pas mal de bruit. Enfin, on n'est pas non plus, dans un mode de, exploration animale à 100, mais ou observation animale en tout cas. Mais on a vu, quelques isards, même pas mal. On a vu pas mal de vautours, mais après, on a cherché avec attention et lagopède, mais non, on n'a pas vu tant de vie sauvage que ça, j'ai envie de dire. À partir d'une certaine altitude, en fait, les animaux ont plus de raison d'être là, il y a plus de nourriture, les conditions, elles sont difficiles, donc c'est vrai qu'au-dessus d'une certaine altitude, c'est quasiment la garantie de voir, enfin de plus avoir de vie sauvage visible. moi, j'ai quand même vu un cerf, j'en avais jamais vu de si près, hein. Il était juste de l'autre côté de la rivière et ça m'a marqué parce qu'en fait, en fait, j'en avais jamais vu, de près dans ma vie et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il restait là alors qu'il nous entendait arriver avec nos gros sabots et voilà, il est resté puis après il est parti, en courant mais c'était un peu une rencontre du troisième type, au fin fond des Pyrénées. Et il y avait pas de risque, je sais pas, de croiser des ça va faire peut-être question d'enfant, mais de croiser des loups, des ours, je sais pas? Alors des loups, il y en a dans les Pyrénées, je crois. En tout cas, on a vu des traces qui y ressemblaient, mais bon, on n'a jamais entendu. On s'est quand même beaucoup posé la question pour les loups parce qu'on voyait souvent des traces, des grosses traces de pattes de chien, mais 100 mètres. Donc il y a quand même un truc, un peu louche et mais effectivement, on l'a jamais vu. Et les ours, je crois qu'ils dorment, enfin ils hibernent en tout cas dans les Pyrénées. Puis de toute façon, il y en a très, très peu, donc il faudrait un sacré hasard en fait pour les trouver, ouais. Je pense qu'on aurait eu plus de chances de voir des ours finalement à la fin quand on était plus en rando et que c'était presque la fin de l'hiver. Mais effectivement, pour les ours, on est tranquille, en plein hiver, dans les montagnes. Et tout à l'heure, on parlait de David, j'avais prévu de vous en parler parce que j'ai l'impression que cette, rencontre vous a beaucoup marqué et même je vois que rien qu'en évoquant son nom, ça vous donne un grand sourire, sans même, vous regarder entre vous. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre? Parce que j'ai même appris ce terme aussi de traverseur et de livreur. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, bah, on est à un des endroits peut-être les plus sauvages de la traversée.
cas, on est à un endroit où on décrivait, il y a presque rien sur la carte. On a vaguement échangé avec quelqu'un, sur Instagram avec lui. Il nous a donné quelques conseils, notamment un endroit où il y a une petite cabane, où on peut aller. Mais rien n'est sûr, parce qu'en fait, on n'a pas confirmé, j'avais plus de réseau, donc voilà. Et puis au milieu de nulle part, on entend, «Salut, c'est le livreur». Et il y a ce gars-là qui arrive, donc David, qui a déjà traversé les Pyrénées, qui les a traversées quand même 2 fois. Et il nous sauve d'un mauvais pas parce qu'en fait, c'est ce qu'expliquait Luc. Bah, on voulait prendre une vallée où en fait ça passe pas à cause de la végétation, qu'il y a pas de chemin, qu'il y a pas assez de neige non plus pour skier au-dessus de cette végétation. Et il nous sauve d'un mauvais pas, il nous donne confiance, il nous transmet quand même un peu de sagesse, je pense, on peut dire. Et je pense que c'était un des moments un peu compliqués de la traversée, un peu dur, où le moral était un peu difficile. Et sa venue, c'est la nourriture qu'il a pu apporter, les conseils qu'il a pu apporter, ils ont vraiment été chers. Et ouais, je pense qu'ils nous ont quand même sauvés d'un pas un peu compliqué, ouais. Et puis même dans le moment qu'on a vécu, il était quand même assez incroyable parce que, du coup, il y a ce gars qui arrive, il rentre dans la cabane avec son chien et on fait un feu et en fait, on se retrouve à parler pendant, plus de 2 heures avec la cabane qui était complètement enfumée parce qu'on n'arrivait pas à faire partir le feu, on se voyait quasiment plus. Il y a eu cette discussion super longue qui était une discussion, mais qui était surtout, David qui racontait sa vie, qui était, en fait, complètement extraordinaire parce que voilà, nous, c'est notre projet, on a mis des mois à le préparer et lui nous dit qu'il a déjà traversé, 2 fois les Pyrénées, 1 fois les Alpes, intégralement, Corse comprise et à ski et ça nous a paru complètement, fou et du coup, forcément, il avait des anecdotes à raconter, tout le temps la bonne anecdote, le truc qui lui est arrivé, que la traversée des Alpes, il l'avait fait sans prendre de duvet, sans matelas et que du coup, il comptait uniquement sur les couvertures qu'il trouverait, qu'il s'était retrouvé à dormir dans des granges, dans le foin. Enfin voilà, des histoires, un peu surnaturelles et nous, on était là, on se disait: «Bah, finalement, on est quand même bien avec notre tente et notre duvet, on est plutôt tout confort» et hem et c'est vrai que quand il est reparti, on s'est dit, enfin, ça avait vraiment changé notre journée parce que c'était une journée qui était un peu difficile et on s'est dit, «Waouh, c'était trop bien». Genre, c'était vraiment, je dirais pas qu'on part dans ce genre traversée pour faire des rencontres parce qu'on sait qu'on va pas croiser grand monde, mais finalement, les rencontres qu'on a fait, elles ont vraiment pris, énormément d'importance, dans le récit qu'on peut refaire après. Ouais, il nous a vraiment transmis un message de force et de résilience, ouais. Et c'est fou parce que, ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec, Pierre-Antoine qui a, traversé l'Islande, tout seul et il racontait pardon que voilà, et pareil, il avait des périodes parfois très difficiles et puis paf, il y avait, une rencontre, sortie de nulle part qui l'avait complètement bouleversé, il était tombé à chaque fois au bon moment et je trouve ça fou de se dire que voilà, dans plein d'aventures, des fois, c'est comme si on avait les bonnes étoiles qui viennent, qui viennent au cours de notre aventure, quoi. Après, je pense aussi que, bah, nous, durant la traversée, on a croisé à peu près 15 skieurs hors station. Donc en fait, les rencontres qu'on fait, comme on en fait très peu, elles ont quand même beaucoup d'importance et ça les rend encore plus fortes. Et pareil, les gens qui se baladent en montagne au milieu de nulle part, quand ils croisent quelqu'un, bah, il y a vraiment cette solidarité, quoi, qui se crée. Et peut-être parler maintenant de votre, entente tous les 3 parce que donc vous vous connaissez tous les 3 depuis longtemps. Comment vous l'avez vécu cette cohabitation, que ça soit pour le meilleur et pour le pire, en fait? Non, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Faut dire qu'en fait, on peut pas savoir comment ça va se passer à l'avance parce qu'on part jamais, aussi longtemps. Alors, j'étais quand même parti pendant assez longtemps avec Lucas à un moment, mais c'était de la randonnée et du coup, les choses sont plus simples. De manière générale, quand il fait beau et que la neige est bonne, tout le monde s'entend bien. C'est plutôt quand les conditions deviennent difficiles que les tensions arrivent parce que tout le monde est fatigué et que tout le monde a peut-être un peu peur et du coup, c'est là où ça devient plus compliqué humainement parce que, bah, voilà, chacun est à son humeur et après, c'est bête, mais c'est toujours des points de détail, un peu, qui dans la vie quotidienne n'auraient pas vraiment d'importance, qui prennent, une grosse importance. Bon voilà, pour être complètement honnête, le point qui a été le point de tension, c'est le rythme au réveil. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la même tente. Il y a un moment où, il faut que tout le monde sorte de la tente.
Et ce moment, c'est un peu, à partir de ce moment-là, il y a un chrono qui se déclenche parce qu'on est dehors et après il faut partir parce qu'on a froid et entre le moment où on sort de la tente et le moment où on se met à marcher et ben, on se refroidit et on perd de l'énergie, on a froid, on a très froid aux doigts en général parce que c'est les moments où il faut ranger la tente, manier des tout petits trucs, qui sont pas très agréables à toucher le matin, quand il fait très froid. Et du coup, il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu plus lente ou qui se prépare un peu plus lentement et que voilà et qu'il y en a une autre qui est déjà dehors et qui a froid et c'est tout bête, hein et en fait, c'est pas, il s'agit pas d'une heure, hein, il s'agit de 5 minutes. Mais en fait, ces 5 minutes après, bah, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui a froid aux doigts et du coup, bah, il met du temps à réchauffer les doigts et comme je l'ai dit avant, c'est quand on n'est pas bien, bah, parce qu'on a froid, bah, c'est là où l'humeur est pas bonne et hem et après, du coup, ça a un peu posé des questions en termes de résolution de conflits, en fait, qu'on n'avait jamais rencontrés avant parce qu'en fait, on s'engueule pas trop. Enfin, comme j'ai dit, Lucas, c'est quand même, en général, la bonne humeur, toujours, tout va bien et du coup, bah, typiquement, je m'étais jamais engueulé avec Lucas et en fait, bah, ça collait pas dans notre façon de nous engueuler et du coup, c'est parce qu'en soi, le problème était pas grave, on aurait pu en discuter, mais en fait, on n'arrivait pas à bien communiquer dessus et on n'avait jamais eu l'occasion de se disputer et en fait, moi, j'étais vraiment frontal dans la dispute et je voulais qu'on s'engueule, en fait et qu'on se dise les choses et qu'après ça soit fait et Lucas, il était pas du tout dans cette optique-là et justement, il voulait que ça aille bien et du coup, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'il fuyait un peu la dispute et c'était assez fou de se dire, bah, on se connaît depuis 5-6 ans et en fait, on s'était jamais vraiment disputé et en fait, on sait pas comment, se disputer ensemble. Et c'est drôle parce que quand on est un couple, par exemple, on se dispute, souvent et du coup, on sait comment, le conflit va se résoudre et là, on savait pas, on n'avait pas les clés de résolution et c'est tout pas mal passé par Paul qui finalement a fait un peu l'intermédiaire, où, je sais pas si c'était pareil pour Lucas, mais moi j'allais me plaindre à Paul, j'ai dit: «Ouais, Lucas était ci, il était ça» et c'était assez marrant parce que ça, c'est possible que quand on est 3 et moi, du coup, j'avais déjà eu l'occasion de vivre un peu une aventure comme ça dans les Alpes à 2 et j'avais pas eu du tout, ce ressenti-là parce que quand on est 2 bah, en fait, on est obligé d'aller au conflit et de se dire les choses. Il y a pas cette possibilité d'intermédiaire et puis, en plus, c'était quelqu'un d'autre et du coup, pareil, la résolution de conflit était complètement différente. Et toi, du coup, Paul, comment tu l'as vu, ce conflit, on va dire? Non, mais c'était hyper intéressant. Enfin, c'est vrai que c'est des je pense que de manière générale, on a quand même très bien géré, l'expédition et comment on se relayait. Enfin, quand il y avait quelqu'un qui était plus fatigué, on arrivait à prendre le relais sur, des tâches à faire ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'on a vraiment réussi à aussi travailler sur la question de, on va dire, de la presque de la charge mentale, mais de qui est le leader de la journée, de comment est-ce qu'on prend les décisions et qui sont aussi des choses assez importantes pour l'entente, générale et pour ce qu'on décide de faire. Et après, bah, sur ce conflit en particulier, oui, c'était assez rigolo parce que, oui, j'étais un peu le médiateur de de communication, on va dire, pour essayer de trouver, comment résoudre le problème. Parce qu'en fait, bah, il y a de toute façon, il y a encore 40 jours, enfin, je vois, c'est pas arrivé aussi vite. Il y a encore, 20 jours à faire et du coup, bah, on n'a pas le choix, il va falloir avancer avec ça. Après, on a été aussi, pas mal aidés par l'arrivée aussi bah, des amis qui nous ont rejoints et qui ont fait que ça a donné une toute autre dynamique au groupe pendant quelques temps et que finalement, on était hyper contents de les avoir. Puis quand ils sont partis, on était hyper contents de se retrouver aussi tous les 3. Enfin voilà quoi, c'était non, je pense que de manière générale, on a quand même bien géré, toute cette partie-là, gestion du groupe et de comment on fonctionnait ensemble, ouais. Et j'imagine aussi que le fait, d'être, voilà, perdu un peu au milieu des Pyrénées, ben là, en fait, comme tu disais, Luc, vous avez pas trop le choix, il faut aborder, ce conflit pour pas que ça perdure pendant tout le reste du séjour et puis vous êtes pas, comment dire? Encombrés par, le quotidien parce que ça arriverait dans votre vie quotidienne, un conflit comme ça, bah, chacun repart de son côté, il y a quelques jours qui passent, tandis que là, non, vous êtes, en plein dedans, c'est pas: «Bon, ben je repars au travail et puis on en reparle demain». Là, vous étiez un peu au pied du mur, en fait, face à ça. Mais c'est ça en fait, on n'a pas le choix, on est là et le problème va se représenter de la même façon le lendemain, parce qu'on sera encore dans la tente, il fera encore froid et ce pendant, 30, encore 30 jours et voilà, bon, dans les heures les plus noires, je me suis dit: «Non mais c'est bon, je pars tout seul, je continue tout seul». Mais en fait, c'est pas possible, c'est pas envisageable
et du coup, bah, il faut trouver une solution et c'est pour ça que moi, en tout cas, je faisais un peu feu de tout bois. Je le disais à Lucas, je le disais à Paul, et heu et puis voilà, quand les copains sont arrivés, je le disais aux copains aussi. C'est un peu de chercher, est-ce que moi j'ai un travail à faire sur moi-même? Sans doute, oui. Est-ce que je dois le dire à Lucas? Est-ce que, comment on résout ça? Et en fait, bah, il fallait chercher toutes les solutions pour résoudre, ce conflit-là. Mais après, il y en a plein d'autres et comme dit Paul, celui-là, il est un peu, emblématique parce que c'est celui qui a un peu perduré depuis longtemps. Mais en fait, il y a eu plein de petits points de tension ou même des points de sans que ce soit des tensions, des points à résoudre et Paul a bien évoqué les questions de leader de journée parce que c'est une grosse pression de prendre les décisions et du coup, il faut que cette pression, elle tourne et hem et tout ça, on l'a bien résolu et parce que, voilà, il y a pas le choix, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu, leader, sur la journée. C'est hyper important en termes de sécurité et du coup, il faut trouver des solutions pour que, tous les jours, il y ait un leader et qu'il soit, dans les bonnes conditions pour, heu guider le groupe. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, merci à tous les 3 de vous montrer, vulnérables sur ça et de l'expliquer parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, de cet aspect, comment on peut gérer des conflits, que ça soit, un couple qui part, en tour du monde, une famille qui part en tour du monde, on en parle très peu donc merci à vous de vous livrer là-dessus. Est-ce que vous ça fait très cliché comme question, mais est-ce que vous en êtes ressortis plus fort, on va dire, par rapport à votre amitié après cette aventure? Ouais, beh, je dirais que de toute façon, en fait, on a vécu des choses folles tous les 3, donc ça crée forcément des liens. On a créé des liens de confiance durant cette expé. Donc je dirais que, ouais, notre amitié, elle en est sortie grandie. Non, bah, c'est sûr que ça enfin, c'est sûr qu'on vit des moments qui sont incroyables ensemble et donc c'est sûr que ça crée des liens qui vont pas disparaître de sitôt à mon avis. Mais c'est clair que c'est sûr que je trouve que c'est ce genre de choses qui forgent des amitiés, on va dire, pour la vie et où on sait que, ben, quand on a vu que dans telle situation, on pouvait compter sur les gens, bah, après c'est aussi applicable à la vie en général, quoi. Et enfin, je trouve que pour ça, la montagne, c'est une sorte de bon révélateur des personnalités et des gens et de à quel point on peut faire confiance aux personnes, ouais. Je suis un peu d'accord avec Paul sur, je sais pas si les amitiés, elles sont plus fortes. En tout cas, on se connaît mieux, on se connaît, plus loin dans les retranchements de chacun et c'est un peu des situations où on n'a pas l'habitude d'aller, dans les amitiés parce que bon, bah, l'amitié, c'est quand même pour passer des bons moments ensemble, en général et du coup, on va plus loin dans cette connaissance intime des gens parce que, pendant 50 jours, bah, en fait, tu es obligé de passer par tous tes états et même les trucs où d'habitude, bah, tu es seul parce que voilà, tu as pas envie de pleurer devant tes copains et en fait, bah, là, quand tu pleures, bah, tu pleures et tu as pas trop le choix que de le montrer et du coup, voilà, je sais pas si ça renforce l'amitié sur le long terme. En tout cas, tu es obligé de te livrer plus et d'aller plus loin dans la connaissance de tout le monde dans le groupe. On arrive déjà à la fin de cet épisode. C'est vrai que je me dis, j'aurais eu encore tellement de questions à vous poser. Mais là, en se rapprochant de la conclusion, est-ce que vous sentez que ça a révélé en vous certaines choses ou quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit, bah, tiens, dans mon quotidien, je vais peut-être essayer de mettre ça en place ou voilà, diverses prises de conscience que vous aimeriez partager? Moi, je dirais que la 1re prise de conscience, pardon, c'est que j'ai envie de repartir. C'est que cette expérience a été folle et que, ouais, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. À la fois, j'apprécie le confort que j'ai actuellement, et que je trouve que du coup, voilà, j'ai un peu ça a un peu donné une sorte d'équilibre. En tout cas, je vois un peu l'extrême où je peux aller et l'autre extrême et j'aime bien enfin, cet équilibre, en tout cas, entre vivre de la montagne, à la fois être un peu, des fois chez soi, c'est agréable. Ouais. Et moi, je rajouterais parce que je me suis posé la question justement, en préparant un peu l'émission et je me suis demandé, bah, qu'est-ce qui, il me qu en quoi ça m'a fait progresser et j'ai eu en fait, j'avais le sentiment pendant la traversée de trouver énormément de réponses, à des questions que je me pose sur la vie, sur, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et c'est un peu malheureux, mais j'ai l'impression que finalement, on a du mal à conserver tout ça une fois qu'on est revenu
et du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était peut-être ça aussi qui nous plaisait, qui nous donnait envie de repartir, c'est de retrouver cette sérénité, de se dire: «Là, je trouve des réponses, là, je me sens bien parce que je sens que, il y a un sens, il y a un guide, dans ma vie et que je vais le rapporter ensuite», et même si on le rapporte pas finalement dans notre vie, si on le rapporte pas complètement parce qu'en fait, bah, on peut pas tout ça résout pas tous nos problèmes, enfin, sinon ça tout le monde le ferait. Mais, ce sentiment qu'une partie de nos problèmes, sont résolus, pendant un temps, ça je pense que ça fait partie des choses qui me donnent envie de repartir, de me dire, je ressentir cette sérénité pendant un temps, qui est quand même assez long, et ça, je trouvais que c'était quand même quelque chose de vraiment super. Je rejoins un peu ce que disait ouais, ce que disent Luc et Lucas, c'est marrant à quel point on peut vite, enfin quand on revient au confort, on se dit: «Ouais c'est» enfin on en prend vraiment conscience d'un peu de tout quoi. C'est, ouais, que ce soit l'accessibilité de l'eau, de la chaleur et cetera. Enfin c'est assez impressionnant de et c'est aussi assez fou à quelle vitesse on se remet dans le quotidien et on se réhabitue aussi à tout ça. Et en fait ça marche dans les 2 sens. C'est qu'on dit partir c'est difficile parce qu'en fait, bah, c'est les premiers jours, c'est difficile de s'habituer à tous ces changements dans notre confort. Et en fait, au bout de 15 jours, il y a pas plus grand confort que se glisser dans le sac de couchage à la fin de la journée, quoi. Enfin, c'est marrant parce qu'en expé, on va je sais pas moi je dé enfin, j'ai plein d'idées, plein de projets, plein de trucs qui se développent. Puis après, c'est vrai que quand on revient, bah, finalement, ça fait le tri. Il reste les deux trois trucs les plus importants et puis tous ces projets, tous ces trucs, c'est enfin, je trouve ça hyper stimulant, justement durant l'expédition de se dire: «Ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça». Enfin, c'est vraiment ouais, une sorte de parenthèse dans sa vie pour penser à plein de choses sans être, déconcentré justement par le quotidien qui, en fait, prend énormément de place. Est-ce qu'on pourrait maintenant, pour, terminer, parler quand même un petit peu de cette arrivée à Hendaye qui avait l'air d'être, mythique parce que vous avez terminé, à pied, en marchant pas mal, après avoir fait beaucoup de ski et vous avez décidé de faire cette baignade, finale. Est-ce que vous pouvez, raconter à l'audience? Mais je dirais que déjà, c'est plus un atterrissage vers Hendaye, au sens où finalement les derniers jours, c'est de la randonnée, donc déjà, le confort, il monte d'un cran supérieur. Bon, c'est le Pays basque, hein, donc c'est temps basse, donc il fait 3 fois beau par jour, 3 fois moche. Mais globalement, voilà, tout va mieux, il y a plus de soleil, il fait plus chaud, les conditions sont plus simples. Et je pense que tous les 3 on rêvait que de ça, c'était d'aller se baigner et puis de courir dans le sable, pour aller se baigner, même si bon, elle était pas chaude, hein. Mais voilà, je pense qu'on rêvait tous un peu d'arriver, et à la fois, personnellement, moi, j'avais un peu ce truc de me dire, «Peut-être que j'ai envie de repartir direct à l'aventure, j'ai peut-être pas envie que ça s'arrête». Effectivement, une douche chaude, un lit, ça, c'est cool, mais est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de revenir à tout ça? Et finalement, c'est une arrivée, mais on se dit, voilà, est-ce que c'est vraiment une arrivée? Est-ce qu'il y aura pas des choses qui vont suivre, et cetera? C'est pas si évident que ça à l'arrivée, ouais. Et puis, ouais, je pense qu'on était tous un peu, ouais, tous un peu peur, de d'arriver, en fait, et enfin, je sais pas, moi, j'étais presque aussi mal à l'idée d'arrêter que j'étais mal au début, à l'idée de commencer. Parce qu'en fait, bah, c'est exactement comme au début, c'est tout changer, tout chambouler, et retrouver, tous les trucs qu'on avait mis de côté et justement où c'est si agréable de s'en débarrasser. Et du coup, je pense que c'était à la fois un moment génial cette arrivée, et en même temps, il y avait énormément d'appréhension, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais je pense, et en tout cas chez moi, il y avait beaucoup d'appréhension de: «Mince, c'est la fin», et en fait, c'était quand même un truc qu'on a mis beaucoup de temps à préparer. On a mis énormément d'énergie et de cœur dedans, et puis, ben, c'est terminé, et je pense que pour tout le monde, le fait d'avoir eu une suite après avec le film, ça a permis de justement continuer un peu l'aventure et pas que ça s'arrête net, parce que, bah, quand ça s'arrête net, c'est quand même dur. Ouais, c'est ça. Pour moi, en tout cas, la réalisation du film, ça m'a vraiment permis de continuer. Alors certes, c'est complètement différent comme expérience, mais voilà, de continuer sur cette aventure, de faire quelque chose quand même de nouveau, de la revivre. Enfin voilà, je trouve que le film, en tout cas, m'a apporté pas mal, sur cette suite d'expéditions, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est les fins des gros projets comme ça laisse, aussi une sorte de vide, de se dire, «Ah c'est fini» et en fait, bah, il y a rien de plus que la vie normale. Enfin, il y a pas un feu d'artifice quand on arrive ou des ou on change pas soudain de statut de manière, enfin voilà, c'est assez drôle de en fait, juste, bah, on retourne dans notre vie et c'est vrai que moi, ça m'a un peu rattrapé au fur et à mesure, enfin, Luc m'avait prévenu de ce risque, mais c'est vrai que, bah, ouais, une semaine avant l'arrivée, il y a les préoccupations du quotidien qui reviennent. Il y a un peu tout ce qu'on va devoir mettre en place parce que, bah,
tout a été mis en pause et donc ouais, au fur et à mesure, enfin moi, dans le cadre aussi de mon travail et tout, il y avait pas mal de choses qui étaient en train d'arriver et où il fallait que je me remette dedans aussi, donc c'était un peu une sorte de ouais, comme comme dit Lucas, d'atterrissage où en fait, on reprend au fur et à mesure tous les paramètres du quotidien et quand on arrive, on est un peu, dans une phase de flottement, mais aussi il va falloir vite se remettre dedans et donc ouais, non, c'était assez intéressant. Mais ouais, c'est vrai que ça a mis peut-être un peu de côté cette exaltation peut-être qu'on attendait, à l'arrivée où au final, juste c'est la plage et c'est en quoi et genre on était hyper content d'arriver, mais peut-être que c'était pas, waouh, aussi, explosif qu'on aurait pu imaginer ou aussi enfin, c'est pas tant cette étape-là qui est la plus importante, quoi. Et pour j'allais justement vous demander, l'étape peut-être pas la plus importante, mais, pour chacun, quelle est, l'étape qui vous a le plus marqué ou chacun un moment fort préféré dans cette aventure? Je pense que moi, le moment où c'est arrivé, c'était vraiment, je pense donc c'était l'étape, 15 ou 16, juste le lendemain du passage de David, où en fait, il y avait vraiment aucun des critères qui était au vert. Enfin, c'était, je pense, la journée où on a eu le plus de vent, où on avait les conditions les plus précaires. On savait qu'il y avait énormément de dénivelé à faire et beaucoup de distance à parcourir et le matin, on se réveille et la chaussure de Luc, en fait, elle est cassée et donc on sait qu'il y a aucun des paramètres qui va bien et vraiment ce jour-là, quand on est parti, je me suis dit: «Si on finit cette étape-là, il y a aucun doute qu'on arrivera à la fin». Enfin, en fait, il peut pas y avoir plus de trucs qui se passent mal. Enfin, après une fois qu'on a passé cette journée-là, j'étais convaincu qu'on arriverait à la fin et qu'il y aurait pas d'autres problèmes, quoi et voilà, ça a été le cas, donc ça m'a fait rire. Je dirais que c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Et bien moi, je rebondirais bien sur ce que tu as pu dire, Paul. Je dirais que du coup, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est les étapes juste après. C'était de se dire, donc on avait de la bonne neige, il y avait beaucoup neigé, il faisait super beau, on venait d'arriver en Espagne et c'est là où je me suis dit: «Bah, en fait, ce que j'avais prévu, ce que je de ma traversée, ce que j'imaginais, c'était ça» et ça y est, j'étais enfin en train de le vivre avec, des vallées où ça skie, tout était pas parfait, mais voilà, le soleil, la bonne neige et cetera, ça m'a vraiment requinqué et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, il y a aussi des super beaux moments qui vont se passer dans cette traversée» et ça m'a vraiment, voilà, redonné du mou après, ouais, les jours d'avant qui étaient quand même très compliqués. Ouais, bah, je pense que de toute façon, c'est un peu un truc, qu'on a tous les 3 de se dire c'est vrai que ce moment où on passe d'une journée horrible à une journée super, c'est quand même, assez fort et on a eu ça le jour où nos amis nous ont rejoints, c'était à Puangali et vraiment on s'était fait rincer toute la journée la veille, mais pas de la neige, hein, de la pluie et et le lendemain, il y a les copains qui arrivent, il fait grand beau, la neige elle est super et et là on se dit: «Mais c'est génial» et puis il y a les copains qui arrivent et qui disent: «Ah mais c'est génial les Pyrénées, nos choses sont super» et bah, voilà et tout est résumé là-dedans. Enfin, un jour, tout va mal et puis le lendemain, c'est le paradis et c'est exactement, la montagne, dont on avait rêvé. Et du coup, Lucas, tu nous parlais donc de ce film. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu, parce que vous êtes partis quand même avec beaucoup de matériel pour filmer, le drone, ainsi de suite. Donc là, comment ça se passe pour ce film, pour la suite? Exactement, donc on s'est auto-filmé, donc à chaque fois, c'était l'un de nous 3 qui filmait. On portait tout notre matériel vidéo, je pense, entre 4 et 5 kilos, il y avait de matos vidéo. Mine de rien, c'est pas négligeable et puis, bah, l'idée de ce film, bah, c'est de retracer cette aventure de la manière la plus authentique possible. C'est-à-dire, on n'est pas des énormes skieurs, des énormes alpinistes, on part à l'aventure et l'idée, c'est vraiment de transcrire toutes les émotions qu'on vit, que ça soit, bah, les passages de désarroi, de joie, de pleurs, enfin, voilà, toutes les émotions qu'on a pu vivre un peu sans filtre. C'est vraiment l'objectif de ce film et puis de capturer toutes les discussions qu'on a pu avoir, dans la tente, quand on marche, et cetera. Donc le film, il est en tournée, dans la plupart des festivals, enfin dans beaucoup de festivals de montagne en France, pendant tout l'hiver et après on aura, l'hiver prochain, bah, on essaiera de le publier, plus largement pour qu'il soit accessible sur internet. Tout à l'heure, on parlait de cette histoire de liste de prochains projets. Est-ce que vous avez déjà en tête une prochaine aventure? Parce que forcément, j'imagine aussi que la question, on vous l'a beaucoup posée depuis votre retour. Justement, c'est un point sur lequel il faut qu'on se mette d'accord
pense qu'il y en a plein des projets. Mais après voilà, c'est lesquels on choisit de faire en premier. Comment aussi est-ce qu'on arrive à, bah, déjà se ménager du temps, mais aussi se ménager, ouais, je pense que c'est aussi enfin, c'est pas mal une question de temps. C'est genre comment est-ce qu'on arrive à organiser le projet au-delà même de le faire? Parce que finalement, on s'est rendu compte, dans la préparation de l'expédition que c'était presque le plus difficile, c'était le pré-expé. C'est comment est-ce qu'on combine, nos jobs avec bah, tout ce qui est l'à côté de préparer l'expédition et puis après, bah, une fois que ça c'est fait, comment est-ce qu'on le finance et cetera donc c'est voilà, il faut qu'on enfin, on a plusieurs projets. Après, faut qu'on voit comment est-ce qu'on les met en place. Après tous les projets qu'on a, les ingrédients sont les mêmes, c'est partir, sans prendre l'avion, et puis une aventure un peu, sur le long terme. Alors on a parlé de vélo, voile, ski, pour aller skier dans l'Atlas, bon c'est encore un peu compliqué mais, ça va s'éclaircir petit à petit, quoi. Et là, pour le mot final, on va dire pour chacun, si vous aviez, le message que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent, vraiment de voilà, c'est un peu votre, si vous aviez un message à faire passer à l'audience, ça serait lequel? Je pense que bon, de toute façon c'est assez clair dans ce qu'on dit, mais il y a quand même ce message de l'aventure. Le lieu où on l'a fait, elle a évidemment une importance. Les Pyrénées, c'est génial parce que c'est sauvage, mais ce qui compte le plus, c'est peut-être, comment on y va, comment on fait les choses et voilà, traverser les Pyrénées, en été et en hiver, c'est pas la même chose. Traverser les Pyrénées avec une tente, sans tente, c'est pas la même chose et en fait, voilà, l'aventure, c'est juste, comment on envisage les choses, comment on voit le monde et c'est ça qui nous permet de se projeter dans une aventure et du coup, tout le monde peut vivre une aventure à partir du moment où il a assez d'imagination. Non, j'allais dire, Luc, il a un peu cassé le game, parce qu'il a fait la phrase la plus complète qu'on pouvait imaginer. Non, je pense que c'est ça, c'est que tout le monde peut vivre une aventure, que c'est plus accessible qu'on le croit et que c'est surtout un état d'esprit et de comment est-ce qu'on aborde, la question et quelles contraintes on se met. Parce que finalement, c'est nous qui nous les fixons. On aurait pu traverser les Pyrénées en hélicoptère et et voilà. Ouais, partez, il faut partir à l'aventure, faut pas hésiter et aller s'imprégner de la nature. Je pense que c'est vraiment important, ça apporte vraiment quelque chose de plus dans sa vie. Franchement, la première fois où on se retrouve, à dormir, dehors, parce que moi j'ai commencé qu'assez tard, c'est déjà un truc qui est assez extraordinaire et la première fois où on se retrouve à dormir sur la neige, alors ça demande un peu de matériel, mais en fait, c'est pas du tout, ça a rien d'extraordinaire, quoi. C'est juste on a un matelas plus épais et après tout se passe pareil, on dort, hein. Mais en fait, il y a quand même un truc qui se passe de se dire: «Waouh, je suis en train de dormir sur la neige et tout va bien». Et c'est dingue, quoi. Je suis en montagne, genre tout est opposé au fait que je dorme et en fait je dors et le matin on se réveille et c'est génial, et on est à un endroit où il y a personne. Voilà, ça je pense que c'est quand même vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde et puis comme disait Lucas, reprendre contact avec la nature, c'est quand même, ça change la vie. Bah, parfait pour cette conclusion. Merci, Luc. C'est vrai comme on le disait, comme Lucas disait depuis le début avec cette sagesse aussi qui ressort. Donc encore merci à tous les 3. Bah, bonne chance pour vos prochaines aventures. On a hâte de découvrir ça. Je mettrai bien évidemment, toutes les ressources, pour vous suivre cette aventure. Le film aussi, j'imagine que l'audience peut suivre, sur votre profil Instagram pour, les diffusions dans les différentes villes et ainsi de suite? Exactement, on a un post qui résume, bah, toute la tournée du film. Il y a des dates qu'on rajoute, presque toutes les semaines, donc il y aura forcément une date, proche de chez vous. Parfait et puis là, avec l'hiver qui arrive, on va se mettre vraiment bien dans l'ambiance. Beh, encore merci et à très bientôt. Yes, merci Camille, Merci beaucoup. salut! Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot.
Merci à vous, à bientôt.